Attends, là c'est juste un test pour voir si à nouveau dans le cadre on sort pas ou voilà. Hop, hey. Oh. Hop, à partir de maintenant, tout ce qu'on dit... Ah non, c'est le mauvais mode. Moi, tout ce que je dis est déjà enregistré. Ouais, toi, ce que tu dis, mais pas moi. Je peux encore dire de la merde. Allez, vas-y, c'est à toi maintenant. C'est à moi. Salut à tous, c'est Vince. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Seb Roignan. Seb Roignan, bonsoir. Bonsoir, oui, c'est vrai qu'il est tard. Oui, c'est vrai qu'il est tard. Hein. On est surtout au Salon de la Photo. On est surtout au Salon de la Photo à Paris. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très très intéressant. Donc le nouveau matériel au Salon de la Photo, c'est ça? Tout à fait. Le Canon 5D Mark V. Peux-tu nous en parler? Alors, oui, je peux t'en parler dans 2 ans. Ok, on se retrouve dans 2 ans les amis. Non, aujourd'hui on va plutôt parler un petit peu de la distinction entre photographe amateur et photographe professionnel. Et puis aussi expliquer aux gens comment se lancer dans ce milieu qui fait assez peur, en tout cas de passer l'étape pro entre guillemets. Alors déjà, Sébastien, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que c'est pour toi être photographe pro? Comment tu le définirais? Alors, être photographe professionnel, c'est... Alors, l'explication que je donne souvent, que je donne quasiment toujours, c'est la différence entre un photographe professionnel et un photographe amateur, c'est un numéro de SIRAT. C'est beau. C'est aussi con que ça. C'est pas une histoire de qualité, c'est pas une histoire de qualité de photo, c'est pas une histoire de type de travail, c'est juste un numéro de SIRAT. Ça veut pas dire que si vous êtes professionnel, vous êtes meilleur que si vous n'êtes pas professionnel. Ouais, donc ça n'a rien à voir avec le niveau. Exactement. En deuxième, être professionnel, c'est faire des fois des choses qu'on n'a pas envie de faire. Parce que être professionnel, c'est pas juste prendre des photos, c'est aussi faire sa comptabilité, donc faire ses factures, aller chercher son argent. Administratif, on adore. Administratif, faire des photos qu'on n'a pas forcément envie de faire, parce que si par exemple un samedi j'ai un mariage et que j'ai pas envie d'y aller, je dois y aller. C'est juste qu'il y a un contrat. Et il y a un truc à faire. Après quand on s'engage, il y a plein de choses qu'on va accepter tacitement. Exactement. Si vous êtes amateur et que vous n'avez pas envie de shooter, vous n'allez pas shooter quoi. Il y a moins de responsabilité. Et quand on fait un mariage, par exemple, puisque tu parles de ça, eh bien, on va avoir une responsabilité, une pression qui va être vraiment très différente que si on fait de la photographie par loisir, puisque là, on va devoir vraiment répondre à une demande et satisfaire en fait des clients, notamment ici des mariés. Et c'est un gros truc au début. Je vois beaucoup de photographes qui disent non, je veux pas me lancer, je veux pas faire par exemple de mariage parce que c'est trop de pression, il y a trop de pression dans cette journée, il faut réussir les photos, on est obligé de réussir les photos. Et cette pression, on se la crée nous-mêmes. Au début, on l'a parce qu'on n'a pas l'expérience. Au début, on l'a et on a peur. On a très peur. Et moi, j'avais très peur mes premières saisons. Là, on parle de photos, mais on parle aussi, moi, je parle aussi au nom des vidéastes. Voilà, vidéastes pro. Mais c'est pareil en fait. On rend un produit. Et en fait, même si on est malade, on est obligé de faire quelque chose. On est obligé de rendre un produit. Et je pense que c'est là la grosse différence entre un amateur et un professionnel, c'est qu'un professionnel a une obligation de résultat. Ça, tu l'as dit. Alors, il y a toutes les choses qu'on n'a pas envie de faire, comme ce que j'ai dit avant, mais il y a surtout la chose qu'on doit faire, c'est-à-dire on vend notre savoir-faire. C'est ça, et en fait le particulier ou l'entreprise à qui on s'adresse s'en fiche un peu finalement de la manière dont on va le faire, si ça va être complexe et tout. Ce qui lui intéresse, ce qui les intéresse, c'est le résultat à la fin. Et du coup là-dedans, là où en tant qu'amateur, et c'est génial d'être amateur parce qu'on peut prendre du plaisir, on peut prendre du plaisir en tant que professionnel, je prends beaucoup de plaisir en tant que professionnel. Mais sinon on ferait pas ça. Sinon on ferait pas ça. Mais on dit vivre de sa passion. Vivre de sa passion, on fait sa passion pendant 25% du temps. Puisque tout le reste du temps, on prend des photos pendant peut-être 25% du temps, on fait 30-40% de post-traitement et de rendu et de gestion de clients. Et le reste, les 30%, 25, 30, enfin à peu près 30% qui restent, c'est trouver des clients, c'est être démarcher, c'est refaire son site internet. Enfin, c'est beaucoup de travail aussi, de marketing. Tout un truc que les gens ne voient pas de l'extérieur. C'est ça, c'est tout ce dont on n'a pas besoin de faire quand on est amateur. C'est ça. Et tout ça aussi, ça démontre qu'un photographe, ce n'est pas juste une personne qui arrive le jour J, par exemple sur le mariage, et qui appuie sur un bouton. Alors déjà parce qu'il y a tout l'aspect artistique, on ne va pas parler de ça là, mais parce qu'il y a énormément de démarches à faire avant et après. Voilà. Et notamment, alors c'est pour ça aussi que moi j'insiste beaucoup sur cette chaîne sur apprendre vraiment les raccourcis clavier par cœur, optimiser au maximum son workflow dans une démarche de vitesse et de productivité pour en fait avoir du coup plus de temps. Si son workflow est plus rapide, on a plus de temps après pour démarcher, donc plus de contrats et donc voilà, on s'épanouit forcément beaucoup plus. En fait, là-dedans, là où l'amateur peut prendre du temps pour faire les choses, en tant que professionnel, il y aura l'aspect argent qui va arriver. C'est ça. Et l'aspect argent, c'est toujours le plus gros problème quand un amateur devient professionnel, c'est de parler d'argent. On est dans une société où on a du mal à parler d'argent
on est souvent, quand on est artiste, quand on est auteur, quand on aime faire des photos, on vend son propre travail. Et vendre son propre travail, c'est très compliqué parce déjà, on n'est souvent pas sûr de nous. On se vend nous-mêmes, on se vend ce qu'on est. Il faut donner un prix à ce qu'on est. Et souvent, on a tendance à le sous-évaluer. On a du mal à tarifier. Et puis, il y a des barrières psychologiques. Moi, j'ai des amis qui, au début, ils ne voulaient pas entendre parler de se faire payer, en fait. Au bout d'un moment, ils ont fait le pas, ils ont commencé à se faire payer pour des prestations, on va dire, commencer à 50 €, puis 100 €. Et en fait, à partir du moment où ils ont accepté de se faire payer dans leur tête, c'est vraiment un truc psychologique, ils ont accepté de se faire payer 100 €, là, ils pouvaient se dire, tiens, peut-être que je vais pouvoir prétendre à être payé 150 au prochain, etc., etc. En fait, je vais te donner une anecdote qui s'est passée au Festival de Vincennes l'année dernière. Cette année, en fait, il y a quelques mois. D'ailleurs, il y a une vidéo sur le Festival de Vincennes. Exactement. N'hésitez pas à aller la voir. Où j'étais avec toi. Et en fait, j'avais un stand où je devais vendre mes photos. Ouais. Et là, c'était même plus vendre mes prestations de photographe de mariage ou autre, c'était vendre mon travail d'auteur. Ouais. Donc vendre ce que je fais en tant que passionné, en tant qu'amateur. Et le matin, les 2 premières heures, ça a été extrêmement compliqué parce que j'étais là en train de si la personne par exemple n'achetait pas ou si la personne disait c'était trop cher ou autre, je le prenais pour moi et c'était très très compliqué. Ouais. Ça me faisait mal et puis j'osais pas non plus y aller. Et en fait, il y a un moment, je me suis dit, bon Seb, si tu t'amuses pas, comme pour tes prestations mariage, si tu t'amuses pas à vendre, si tu t'amuses pas à te dire c'est qu'un produit, c'est plus ton travail, c'est un produit. Et là, t'es dans le plaisir de dire, le plaisir de la relation qu'il y a avec les gens qui viennent voir ton travail. Et s'ils repartent avec, c'est cool. Et là, je partais dans le challenge qui était d'essayer de vendre quelque chose à chaque personne qui passait. Et j'étais là, je faisais pas mon marchand de tapis, mais je comprenais du coup les marchands qui sont sur les marchés, tous les commerçants qui sont sur les marchés. J'étais là, non mais si vous en prenez un, le deuxième est à moitié prix, ou non mais prenez, bon ça vous intéresse pas, mais il y a ça qui est moins cher, mais qui est du coup très qualitatif et tout ça. C'était plus mes produits que je vendais. Le moment où j'ai commencé à prendre ça comme un jeu, c'est devenu un plaisir, c'est devenu un challenge, et c'était plus moi que je vendais, c'était plus mon âme que je vendais, c'était plus ce que je pensais de moi. C'était juste un produit, c'était une photo tirée sur un papier. Voilà, relativiser quoi. Exactement. Et en mariage, c'est pareil. En mariage, ou en prestation, parce que je fais surtout du mariage en prestation, ça peut être en portrait ou autre. Il faut assumer ses prix et c'est là où on aurait beaucoup de choses à dire. Ce sujet est très très vaste et on pourrait en parler pendant des heures et des heures et des heures. Oh. Et c'est vrai, la photo va bientôt finir. Se fait applaudir. C'est un sujet extrêmement vaste qui est très compliqué à aborder en 15 minutes. Je comprends pas la guerre plutôt qu'il peut y avoir entre professionnels et amateurs. J'espère que tous les professionnels sont des amateurs. Aussi. Parce qu'il faut avoir gardé son esprit d'amateur, son esprit passionné. Et ce que je disais, le photographe auteur est un photographe amateur, même s'il peut vendre. Et juste que pour le photographe professionnel, il y a des contraintes en plus qu'on a évoquées tout à l'heure. Et ces contraintes-là font qu'on peut détester sa passion. Tout à fait. Où il y a un jour peut-être, par exemple, moi il y a un moment je faisais beaucoup de retouches d'affilée, par exemple pour des photos de produits, etc. Où ça commençait vraiment à me saouler, Photoshop, les outils, faire toujours les mêmes actions, répéter sans arrêt. Et il y a un moment j'ai fait une overdose de Photoshop et j'ai arrêté pendant un moment. Ça n'a pas plu aux gens avec qui je travaillais, les modèles et tout, mais j'ai arrêté parce que j'en avais vraiment marre. Et c'est vrai qu'il faut vraiment trouver un équilibre aussi entre sa passion, son travail et arriver parfois peut-être à moins retoucher ses images. Moi, c'était un problème que j'avais, je passais trop de temps en retouche et du coup, dans une démarche professionnelle, c'était impossible d'allier productivité et la méthodologie de retouche que j'utilisais. Du coup, je l'ai largement simplifié. Pour tout simplement. Après, ça dépend en fait à qui on s'adresse. Un particulier, une entreprise, elle veut que sur le produit l'image soit nette, soit bien lumineuse, etc. Mais on n'a pas besoin d'avoir un même niveau de retouche, par exemple, qu'une photo qu'on va faire pour soi. Pareil pour un portrait de famille, etc., etc. Et je pense qu'il faut se calibrer en fait par rapport aux clients que l'on vise, tout simplement pour pas perdre son temps, son énergie inutilement et parfois, comme tu l'as dit, se dégoûter. J'ai connu beaucoup de photographes de par mon métier de formateur. J'ai connu beaucoup de photographes qui se dégoûtaient, qui se sont dégoûtés du métier, simplement parce qu'il n'y avait pas une bonne méthode de travail. C'est ce que tu viens de dire. Et moi, j'ai passé du temps à optimiser mon travail. Par exemple, je peux rendre un mariage en une journée. C'est-à-dire que je fais 5000 photos, imaginons, et j'en sélectionne 400. Je post-traite les 400 une par une. Et je peux le rendre le tout en une journée. Et c'est ce qui me permet... C'est un travail qui peut être
fastidieux à faire, même si on aime ça, enfin, même si au final on est content du travail final. Ça peut être un travail qui peut être un peu fastidieux. Et le truc, c'est que si on n'optimise pas ça, on va y passer beaucoup trop de temps. D'un, on va se dégoûter parce qu'on va y passer beaucoup trop de temps. Et de deux, on va perdre de l'argent, puisque même si on ne compte pas nos heures c'est quand même de l'argent, ou c'est aussi du temps qu'on ne passe pas à faire des choses qu'on aime faire, qu'on aime vraiment faire, ou avec notre famille, avec nos amis et tout ça. Et ce temps-là, il vaut de l'argent. Notre temps vaut de l'argent. Donc si vous passez 20 heures ou 30 heures à faire quelque chose que vous pouvez faire en 2, vous avez perdu du temps de vie. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est en fait aussi important, même plus important, d'optimiser ces méthodes de travail plutôt que, par exemple, acheter du matos plus onéreux, en tout cas dans un premier temps. C'est plutôt là, je te dirais plutôt, c'est là où, quand tu dis optimiser, c'est plutôt là où il faut se former. Voilà, c'est ça. Après, ça peut être cherché par vous-même aussi, mais c'est là où il faut se former. C'est là où la formation est extrêmement utile parce que c'est de l'investissement qui vous fera gagner de l'argent après. Et c'est un accélérateur aussi. Tout à fait. La distinction entre photographe auteur et photographe artisan. Alors tu veux la différence alors, la différence entre photographe auteur et photographe artisan, c'est un statut. Les deux ont un numéro de SIRET. Le photographe auteur est un photographe qui a des avantages sociaux, mais qui n'a pas le droit de faire par exemple du social. Donc un photographe auteur a le droit de vendre ses photos d'art, et a le droit de travailler pour des professionnels, pour des entreprises, mais n'a pas le droit de travailler pour des particuliers. Pour donner vraiment l'exemple, vous pouvez travailler en tant que photographe auteur pour une entreprise, faire des portraits du PDG par exemple de l'entreprise et des employés, mais vous ne pouvez pas faire le mariage du PDG. Parce que les photos du PDG, c'est pour l'entreprise, donc c'est professionnel, et les photos du mariage du PDG, c'est des photos personnelles, donc sociales. Okay. Donc voilà la différence surtout en tant que photographe artisan et photographe auteur. Le photographe artisan a le droit de faire tout ce que fait le photographe auteur, mais en contrepartie du fait qu'il a beaucoup plus de charges. Ouais, il a plus de charges. Je crois que si je dis pas de bêtises, auteur c'est entre 10 et 15% de charges, alors que le photographe social, artisan, s'il est à 25%, s'il est à peu près 25% en micro-entreprise et 45% en SARL. D'ailleurs, donc, on parlait de comment se lancer en tant que photographe pro. Concrètement, aujourd'hui, comment vous pouvez ? Eh bien, on peut débuter avec le statut d'auto-entrepreneur. Micro-entrepreneur maintenant. Qui s'appelle des micro-entreprises, micro-entrepreneurs. Et par exemple, ça, moi, j'ai toujours ce statut. Et j'ai commencé avec ça. Parce qu'on est en fait imposé que sur ce qu'on gagne. C'est-à-dire, si pendant ce trimestre-ci, je n'ai rien gagné du tout, je ne déclare rien et du coup personne va venir me demander de l'argent et du coup c'est bien pratique. Et surtout on est beaucoup moins imposé quand moi je suis en SARL, j'ai la TVA et je suis imposé à 45% à peu près. En tant que micro-entreprise, tu n'as pas la TVA et tu es imposé à 25%. Après, il y a des avantages. Il y a un plafond, c'est 32 500 €, je crois, maintenant. 35 000 € par an. Voilà. Et après, il faut changer. Mais ça, en fait, vous le verrez par la suite. Mais déjà, aujourd'hui, c'est bien qu'il existe un statut comme ça qui soit assez simplifié. Pareil, la comptabilité, c'est assez simplifié. C'est important même en termes de légitimité, parce qu'aujourd'hui, je peux arriver, démarcher des gens et dire j'ai un numéro de SIRET, démarcher des agences, démarcher des entreprises. Tu vois, j'ai découvert ça aujourd'hui sur le salon. C'est qu'on cotisait en payant le RSI pour de la formation. Oui, tout à fait. Et par exemple, donc, vous allez voir dans le vlog du salon de la photo, il y a plein d'organismes maintenant qui permettent de faire des formations, il n'y a pas que sur Internet. Et ça, en fait, vous cotisez sans savoir peut-être, je crois que c'est 0,3% en payant le RSI. Que même en micro-entreprise, il suffit en micro-entreprise d'avoir déclaré un chiffre d'affaires au-dessus de 0. Okay. Donc il n'y a pas d'ancienneté. Vous mettez en micro-entreprise, vous déclarez ne serait-ce qu'une facture de 100 €, et une prestation de 100 €, vous avez le droit au fonds de formation. Donc c'est Forco ou FAFCA, des choses comme ça. Et vous avez le droit si vous prenez vos formations avec un organisme de formation, vous avez une partie de votre formation qui peut être payée, qui peut être remboursée. Par exemple aussi vos frais de déplacement, des frais d'hôtel, tout ça. Par exemple, je vais proposer un workshop dans pas longtemps qui a cette option-là. Et on peut être bien remboursé et surtout, du coup, c'est de l'investissement. C'est l'État nous aide à investir. Et après, même si par exemple c'est un workshop qui est à Lyon alors que vous êtes sur Paris, du coup, vous avez le déplacement qui est payé, vous avez votre hôtel qui peut être remboursé aussi.
C'est cool, voilà. Et puis donc il y a plein de trucs qui ont été simplifiés depuis ce nouveau régime micro-entreprise. Voilà, aujourd'hui on fait la déclaration sur net-entreprise, tout est en ligne, c'est très simple, ça prend 2 minutes. Et moi, avant de me lancer dans ça, j'avais vraiment peur de crouler sous les papiers, de pas bien comprendre l'administratif, parce que j'ai pas suivi un cursus qui parlait forcément de ça. Et du coup, voilà, je me disais, si j'ai pas fait telle école, j'allais rien comprendre, tout ça. Et en fait, pas du tout. Voilà, aujourd'hui, c'est accessible. Il y a juste un truc dont j'aimerais te parler, c'est que là, on parle de trucs assez pratiques et tout, mais il faut quand même faire très attention quand on se lance en tant que professionnel. Moi, il y a un truc qui m'a vraiment choqué quand je me suis lancé en tant que pro, c'est à quel point on n'est pas du tout guidé. Enfin, en fait, dans le sens, je parle pas de paperasse ou autre, je parle juste de faire son logo, le nom de sa boîte, comment faire son site internet, quoi vendre, comment le vendre, quel produit, à quel prix et tout ça. En termes marketing. Voilà. En fait, il n'y avait pas un espèce de QCM, un espèce de truc à suivre qui disait il faut faire ci, il faut faire ça pour réussir. En fait, s'il y a bien une chose que je dois dire si vous voulez passer professionnel, c'est que votre réussite, autant que votre non-réussite, que votre échec, dépendra de vous. Et ça, vraiment, il faut vraiment le comprendre. Et autant on a fait beaucoup de blabla jusqu'à maintenant, ça, c'est vraiment le truc le plus important. C'est que votre échec ou votre réussite ne dépendra que de vous, de votre travail, de votre investissement, du fait que vous avez été malin ou pas, que vous avez bossé dans le bon sens ou pas, que vous avez bossé bien ou pas, que vous avez cherché à rencontrer les bonnes personnes ou pas. Et ça peut faire peur, ça fait très peur la façon dont je le dis, mais il n'y a pas de QCM, il n'y a pas de liste, il n'y a pas de méthode à suivre pour réussir. Il y a des formateurs comme moi ou comme toi qui peuvent donner pour aiguiller, voilà, des sortes de listes de façons de faire, mais cette façon de faire, il faut toujours l'adapter à soi, il faut toujours en voir plusieurs pour pouvoir savoir laquelle ou prendre des trucs par-ci par-là et surtout l'adapter à soi. Il n'y a pas de recette miracle. C'est sûr. Voilà, c'est surtout ça que je voulais dire en fait. C'est sûr. Puis d'ailleurs, même le mot, alors bon maintenant c'est micro-entreprise, mais auto-entrepreneur, ça veut dire qu'on est son propre patron en fait. Et que on peut imaginer c'est une mini-entreprise, c'est nous, voilà. Et donc on dépend que de nous-mêmes et quand on doit rendre des comptes, on doit faire une assemblée, je sais pas quoi, en fait on fait une assemblée devant son miroir et on se regarde et on se dit écoute, est-ce que j'ai bien bossé cette année, comment ça s'est passé, où seront mes comptes. Non. Voilà, c'est vraiment c'est de la responsabilité, mais c'est surtout ça, voilà. Si je devais résumer, aucune guerre entre amateurs et professionnels, c'est juste un numéro de sirette. Voilà, il n'y a aucun niveau, aucun niveau de compétence. Il y a des photographes amateurs bien plus doués que des photographes pros. Exactement, et j'espère que moi je resterai toute ma vie photographe amateur, même si je suis professionnel. Amateur veut dire passionné. Et il devrait dire photographe passionné, parce que tu vois, amateur dans les autres thématiques, c'est qui débute. Ouais. Alors du coup, les gens ils font l'amalgame et c'est dommage. Ou un amateur, c'est quelqu'un qui fait de la merde, quoi. Ouais, voilà. Donc non, c'est vraiment pas une bonne chose. Ici. Voilà, écoute, merci beaucoup Seb d'être venu intervenir dans cette vidéo. Et puis nous, on se retrouve bientôt, très bientôt, pour de nouvelles aventures. Salut à tous! Je vous dis à dimanche prochain pour ma part. Entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.